chapitre 4, conception d'un système de trading, deuxième partie, 4.1, exécution optimale. Alors, voici les objectifs de ce chapitre. Donc, nous allons nous attacher à comprendre la dernière partie du système de trading électronique, à savoir l'exécution. Donc, examinons les enjeux et les réponses qu'il est possible de donner dans la pratique. Donc, pour ce faire, nous allons montrer qu'il est très commode de poser le problème de meilleure exécution comme un problème de contrôle stochastique. Nous traiterons dans ce chapitre de la situation la plus simple, celle d'un marché sans impact permanent, mais avec un impact temporaire qui sera supposé linéaire. Donc, dans ce cas, nous traiterons deux cas. Premièrement, le cas d'un processus de prix mid sans drift, et deuxièmement, le cas d'un processus de prix mid avec drift. Alors, nous allons faire les hypothèses simplificatrices suivantes. Alors, nous nous placerons dans la situation où on a déjà une position en action avec Q0 positif, Q0 action. Et nous souhaitons liquider cette position. Donc, bien sûr, le cas où nous aurions une position courte, short en action, et souhaiterions la couvrir pour revenir à zéro serait entièrement symétrique dans le cadre que nous sommes fixés ici. Alors, nous allons voir le problème d'exécution comme un problème de contrôle optimal. Alors, nous allons d'abord traiter le cas sans drift, ici, donc DST égale sigma DWT, c'est-à-dire que le prix mid suit un simple brownien avec une volatilité sigma, sans drift donc. La quantité d'actions détenues ou inventaire est notée QT ici, et sa variation DQT est liée au trading dont l'intensité est dénotée par lambda T, donc lambda AT pour ask, lambda BT pour bid. Enfin, le prix ask et bid, donc PA, PB, T, est donné par le prix mid ST plus ou moins un demi-spread ici. Donc ce demi-spread est égal à une constante delta plus une réponse linéaire à l'activité de trading au bid ou au ask, lambda A ou lambda BT. Donc notez que lambda AB est positif ou nul, donc le spread est toujours augmenté par l'activité de trading, ce que nous observons. Alors, alors le point important ici, c'est qu'on traite donc du cas sans drift. Et nous avons également affaire à une vente, ici, donc c'est le seul cas que nous traiterons, une vente, donc ou encore une liquidation de la position Q0. Donc on va pouvoir simplifier un petit peu les expressions de ce premier système ici. Donc, comme nous allons typiquement vendre, on va noter lambda T, la quantité, lambda T moins la quantité moins DQT sur DT, ce qui correspond à prendre lambda T positif ou nul lorsque nous vendons des actions. Et lambda T à ce moment-là représente la vitesse d'avance des actions. Enfin, comme nous vendons au bid, c'est-à-dire au prix demande du market maker, nous nous intéressons uniquement à PBT égale ST moins delta plus θ lambda T ici. Alors, nous allons nous poser la question, que constitue la meilleure exécution? Il y a plusieurs réponses possibles, mais le critère le plus simple est celui qui consiste à minimiser le coût d'exécution, ici noté C lambda.
Donc il va représenter la différence entre la valeur courante de la position, Q0, S0 ici, moins le prix auquel nous pouvons, en espérance, c'est-à-dire en moyenne, vendre ces Q0 actions, soit l'espérance sur l'intervalle de temps d'exécution 0t du prix bid PBT fois la vitesse de trading lambda t dt. Donc idéalement, nous pourrions vendre toutes les actions au prix unitaire de S0 et le coût C lambda serait ainsi nul. Mais bien sûr, dans la réalité, nous allons devoir payer un spread qui va augmenter avec la vitesse de trading. Il s'agit donc d'utiliser le processus de vitesse de vente lambda t comme un contrôle, au sens du contrôle optimal stochastique, afin de minimiser le coût de vente C lambda. Donc on observe que Q0S0 est une constante, que la partie constante du spread, donc intégrale de delta fois lambda t dt, va représenter un coût constant, puisque la somme de lambda t va être égale à Q0, la quantité d'actions qu'on souhaite liquider, et donc c'est un coût constant incompressible. Donc on peut éliminer ces deux constantes du critère et ainsi voir que minimiser C lambda revient à maximiser en fait moins C lambda en ayant éliminé les deux termes constants. Donc au final, ce que nous devons faire, c'est maximiser le terme d'espérance qui est ici, donc l'espérance sur l'intervalle de temps de SU moins θ lambda U fois lambda U du, et maximiser sur tous les contrôles possibles, c'est-à-dire sur toutes les vitesses de trading possibles. Alors nous allons aussi ajouter les contraintes suivantes. Donc lorsque nous arrivons au bout de l'intervalle d'exécution 0t, nous souhaitons éviter toute exécution partielle, donc il nous faut imposer que quand t égale grand T, que h soit moins l'infini pour Q strictement positif et 0 pour Q égale 0 ici. Nous avons donc les deux variables d'état S et Q qui suivent les processus stochastiques dont on a parlé, et lambda t, processus lambda t, est ici le paramètre ou le processus de contrôle. Et H, qu'on vient d'introduire, est la quantité que nous souhaitons maximiser à l'aide du contrôle lambda t. Donc, en nous référant à la littérature que vous pourrez trouver dans les références de chapitre sur Hamilton, Jacobi, Bellman, nous voyons qu'il s'agit d'un cas typique d'application de la théorie du contrôle stochastique. Donc H va vérifier l'équation aux dérivées partielles dite de Hamilton, Jacobi, Bellman, donc qui est la suivante. Donc on a une partie qui est donnée par le générateur de la diffusion, donc HT plus sigma 2 sur 2 HSS, plus un terme de suprémum, donc un maximum sur lambda de S moins θ lambda lambda moins lambda HQ, c'est égal à 0, et on a les conditions limites dont on a parlé, que H de T S0 doit être égal à 0, et H de T SQ pour Q strictement positif doit être moins l'infini pour tout Q strictement positif. Voilà, donc vous pouvez remarquer que le terme de maximum, le sup ici, tombe uniquement sur le terme de running cost ici, puisque les termes ici ne dépendent pas de lambda. Et enfin, on a bien sûr les conditions limites dont on a parlé. Alors, l'expression en lambda que nous devons maximiser ici est d'une forme quadratique, donc c'est la forme A lambda carré, c'est la forme A lambda carré plus B lambda. Et donc on sait que le maximum dans ce cas est atteint pour un certain lambda étoile ici, qui est moins B sur 2A, c'est-à-dire ici S moins HQ sur 2θ dans le cas
qui nous intéresse. Donc on se souvient que ce lambda étoile représente la vitesse optimale de trading. Alors, par ailleurs, la valeur du maximum, non pas le point où c'est atteint, mais la valeur du maximum, est moins b carré sur 4,1, ce qui nous permet de réécrire en fait la première équation des partielle qu'on a ici, sous une forme explicitée, donc toujours la partie linéaire, ht plus sigma carré sur 2 hss, et maintenant ce suprémum se simplifie en S moins HQ carré sur 4θ. Et on garde la condition terminale, donc qui est H de TS0 qui est 0, et H de TSQ tend vers moins l'infini pour Q positif. Alors, pour résoudre cette équation, nous allons maintenant employer une technique classique qui consiste à chercher la solution H sous une forme particulière. C'est ce qu'on appelle une ansatz. Donc spécifiquement ici, nous allons chercher H sous la forme d'une fonction à variable séparée. Et le terme S moins HQ nous guide à choisir un premier terme ici qui est en QS, qui va donc annuler S lorsqu'il est dérivé par rapport à Q. Puis nous allons ajouter ici un terme en Q carré fois une fonction de T, H de T. Donc notez que l'ajout d'un terme constant ne changerait rien ici puisque H n'apparaît qu'avec des dérivés et que l'ajout de puissance supérieure de Q n'ajouterait rien non plus, et ce que nous devons démontrer. Donc on voit que l'équation est dérivée partielle. Si on fait ça, on remplace H par cette forme dans la première équation, eh bien on obtient cette équation pour petit h, et donc l'équation dérivée partielle s'est simplifiée de manière spectaculaire. Alors, nous avons donc à résoudre l'équation différentielle moins dh sur h carré égale 1 sur θ dt. Et cette équation différentielle se résout par intégration simple. Donc, on intègre à gauche et à droite, on reconnaît les primitives, donc 1 sur h à gauche, une fonction linéaire en t à droite. Et on va ensuite incorporer, donc on a cette expression qu'on obtient ici, pour h de t. Et on va maintenant incorporer la condition terminale. Donc souvenez-vous, on doit avoir, quand Q est strictement positif, donc on doit avoir grand H qui tend vers moins l'infini. Et vous voyez que ceci ne va se produire que si le terme h de grand T est lui-même, petit h de grand T est lui-même moins l'infini. Donc on arrive à cette forme très simple pour h de t, qui est moins θ sur grand T moins petit t. Alors ensuite, on en arrive à ce qui nous intéresse vraiment, c'est-à-dire la vitesse de trading, donc optimale. Donc le lambda étoile ici, c'était le S moins HQ sur 2θ, vous vous souvenez. Et donc, étant donné la forme de grand H, donc grand H, je rappelle, c'est QS plus Q carré fois plus H de T. Donc, on a ici moins Q de T, petit H de T sur θ. On vient de trouver ici H de T, et donc on trouve que lambda étoile, c'est simplement Q de T sur grand T moins petit t. Alors réécrivons ici le résultat qu'on a trouvé pour la vitesse de trading optimale lambda étoile, Q de T sur grand T moins petit t. Donc vous observerez que donc Q est positif, grand T moins petit t est positif, donc on a un lambda qui est positif, puisqu'on a compté comme positif le fait de vendre des actions. Alors, on se souvient aussi que donc lambda étoile est une vitesse de trading, donc c'est l'opposé de dQ dt. Donc en fait, maintenant, on peut arriver à récupérer Q de t à partir de lambda étoile. Donc à savoir, on écrit que dQ sur dt égale moins lambda étoile ici.
Et on a exprimé lambda étoile qu'on remplace ici. Et on met tout ce qui est Q dans le membre de gauche, tout ce qui est en temps dans le membre de droite, et on arrive à dQ sur Q égale dt sur petit t moins grand t. Donc il s'agit là d'une équation différentielle séparable en Q et en t, donc on peut intégrer comme d'habitude à gauche et à droite. Et si on fait ça, donc on voit qu'on obtient, donc on a une dérivée logarithmique à gauche et à droite, hein, et donc on obtient que Q de t va être en fait une constante, une fonction affine de t en fait, et on se souvient que Q de 0 doit être égal à Q0, Q de grand t doit être égal à 0, donc si on incorpore ces deux contraintes, on obtient que Q de t égale 1 moins t sur t fois Q0, et ce qui donne aussi pour expression de vitesse de trading, donc lambda étoile, donc c'est moins Q' de t, donc c'est juste une constante Q0 sur constante Q0 sur grand T. Alors, donc maintenant traçons un peu cette fonction Q de t. Donc on a ici un graphe qui représente, alors donc en abscisse on a le temps, donc allant de 0 à grand T qui est 1 ici, et en ordonnée on va avoir Q de t. Donc vous voyez que en t égale 0, on part de Q0, donc les 100 actions à liquider. En grand T égale 1, on a Q de grand T égale 0, donc on a liquidé notre position. Et entre les deux, eh bien, on a fait un trading à vitesse constante, hein, ce qu'on a trouvé ici, simplement une vitesse constante. Donc on a une fonction de position, un inventaire qui est linéaire. Donc dans les conditions où nous sommes situés, c'est-à-dire pas d'impact de marché permanent, impact de marché temporaire linéaire, pas de drift sur sous-jacent, eh bien le comportement optimal du trader est simplement de vendre les actions avec une vitesse constante qui lui permet d'atteindre la position 0 en t égale grand T. Donc il s'agit d'un cas simple, mais vous voyez qu'il illustre assez bien les techniques classiques que l'on peut déployer dans les cas plus complexes. Pour aller plus loin, nous allons maintenant examiner le cas où le cours de l'action, c'est-à-dire le prix mid ST, suit un brownien plus un drift constant. Donc nous allons voir le cas avec drift. Donc ici, ce que vous voyez, le terme mu dt, donc terme supplémentaire, hein, drift mu dt ou mu, peut être donc une constante positive ou négative, et nous allons traiter les deux cas. Toutes les hypothèses restent les mêmes que dans le cas précédent, alors à savoir, on a une contrainte de temps impérative pour nous débarrasser complètement de la position à t égale grand T. Donc on part de Q0, t égale 0, on veut arriver à une position nulle à t égale grand T. D'où toujours la même condition aux limites infinies, hein, donc h de t SQ égale moins l'infini si Q est strictement positif, pour arriver à rendre ce cas impossible, et h de t S0 égale 0. Par ailleurs, on a un impact uniquement temporaire et non pas permanent, hein, impact de marché, qui est noté θ lambda ici dans le prix bid, qui est donc proportionnel à la vitesse de trading lambda, hein, ici. Et également, comme précédemment, nous souhaitons minimiser toujours le coût d'exécution, C lambda, et comme on l'a dit précédemment, en éliminant des termes constants, ça revient à maximiser en fait l'espérance de l'intégrale de t égale grand T, de SU moins θ lambda u du, maximisée sur tous les contrôles, c'est-à-dire toutes les vitesses de trading lambda t possibles. Alors nous obtenons pour H la même équation aux dérivées partielles non linéaire que précédemment, à une différence près, ici, en encadré, donc le terme provenant du drift dans le cours de l'action, donc qui produit ce terme supplémentaire en mu HS.
Donc comme vu précédemment, le terme dans le suprêmum ici, dans le maximum sur lambda ou sub sur lambda, est de la forme a fois lambda carré plus b fois lambda. Et donc on sait que le maximum est atteint en moins b sur 2a. Donc dans notre cas précis ici, c'est s moins hq sur 2θ. Donc ça c'est le point où le maximum est atteint, donc c'est lambda étoile, hein, comme précédemment, la vitesse optimale de trading, et la valeur du maximum, hein, non pas le point, mais la valeur du maximum, est moins b carré sur 4a, ce qui donne ici s moins hq carré sur 4θ. Là aussi, nous allons faire une ansatz, c'est-à-dire une hypothèse sur la forme de la solution que nous allons chercher. Et en fait, elle va être en deux parties. Alors, voici la première partie, donc qui ressemble un peu à ce qu'on a fait précédemment, mais un peu différent. On va poser grand H de STQ comme étant toujours QS, mais cette fois-ci, plus un petit h de TEQ. Voilà, donc ça c'est un peu, ça va être la première partie de notre ansatz. Alors, si on fait cette hypothèse, donc on calcule les dérivées partielles, hein, de ce grand H, et donc on obtient pour petit h cette équation de dérivée partielle linéaire, non linéaire. Par rapport au cas précédent, on voit donc qu'il y a un terme supplémentaire ici en mu q. Donc il apparaît nécessaire d'introduire des puissances de Q0 et Q1 en gardant la forme à variables séparées. Donc c'est pour ça que nous allons faire une deuxième partie de notre ansatz, donc ici. C'est-à-dire qu'on va encore spécifier, donc H, on va particulariser si vous voulez, c'est-à-dire que H de TQ va s'écrire comme une fonction de degré 2 en Q à variables séparées, donc H0 de T plus H1 de T fois Q plus H de T fois Q carré. On calcule les dérivées partielles, on remplace, et on arrive en fait à, si on regroupe par puissance de Q, on arrive en fait à la somme de ces trois termes égale 0, et comme la fonction est à variable séparée, cela implique, et comme c'est vrai pour tout Q et pour tout T, cela implique que chacun des termes en fait est nul, ce qui va nous donner trois équations différentielles sur H0, H1 et H2. On a reporté ici l'équation dérivée partielle qu'on obtient en H0, H1, H2, et on a regroupé en puissance de Q, grâce à la forme à variables séparées. Donc, comme je le disais, on peut dire que nécessairement, c'est valable pour tout Q, ceci implique que, cette équation implique que chacun des termes en facteur de puissance de Q, ces trois termes ici, est nécessairement nul. Donc, commençons par le terme de droite ici, donc qui est une somme égale à 0. Donc ceci nous conduit, on reconnaît l'équation de la partielle précédente et on connaît la solution. Donc on arrive à h2 de t égale moins θ sur t moins t. Ensuite, prenons le terme du milieu. Donc on arrive à h1' moins 1 sur grand T moins t, h1 plus mu doit être égal à 0. Donc c'est une équation différentielle sur h1. Alors pour la résoudre, on va tout d'abord regarder l'équation correspondant à mu égale 0. Donc on va appeler h1 bar la solution de la même équation sans ce terme source mu avec mu égale 0. Donc on a h1 bar qui vérifie donc le dh1 bar sur h1 bar égale 1 sur grand T moins petit t. On a le dérivé logarithmique à gauche et à droite, on intègre et on trouve que h1 bar est une constante ici sur grand T moins petit t. Donc pour en déduire h1, on va utiliser la méthode classique de variation de la constante et remplacer ici dans h1 l'expression c de t, une constante variable si on veut, fois h1 bar. Donc h1 c'est c de t sur grand T moins t et on trouve cette équation pour c de t.
Donc notre constante variable, si je puis dire, dans la méthode de variation de la constante, c de t, suit l'équation différentielle, donc c' de t égale moins mu grand T moins petit t. On intègre simplement, donc on obtient c de t, c'est c0, une constante, plus mu sur 2 grand T moins petit t au carré. Donc on en déduit, on remplace maintenant dans l'expression pour h1, et on a du h1 de t, donc qui est simplement un terme ici en c0 sur grand T moins petit t, plus un mu sur 2 grand T moins petit t. Alors, on se souvient aussi de l'expression de H2, que je vais simplement reporter ici. Et on se souvient aussi que la vitesse de trading lambda étoile, quant à elle, s'exprime comme 1 sur 2 θ S moins HQ ici. Et en fait, dû à l'ANSAT, cette quantité vaut moins 1 sur 2 θ H1 plus 2Q H2. Donc on a maintenant H1, H2, donc on peut en déduire, c'est notre but, le lambda étoile, la vitesse optimale de trading. Donc on fait ce remplacement, on remplace ici, et donc on obtient Q sur grand T moins petit t, plus deux termes, hein, donc un 1 sur 2 θ, C0 sur grand T moins petit t, plus un mu sur 2 grand T moins petit t. Alors, le terme en C0 sur grand T moins petit t va nécessairement disparaître. Donc on va avoir, si vous voulez, C0 égale 0, car on a un lambda étoile qui ne doit pas être singulier, hein, quand grand T tend vers petit t, pas de divergence, et donc on arrive simplement à cette forme avec deux termes. Ça c'est lambda étoile. Donc maintenant on peut remplacer en fait dans lambda étoile et en déduire Q' de t, donc moins lambda étoile, est égal à cette expression, c'est-à-dire Q de t sur petit t moins grand T, plus un mu sur 4θ grand T moins petit t. Et donc Q de t, c'est l'inventaire et l'expression qui nous intéresse. On a réussi à l'expliciter en fonction des paramètres du modèle. Donc, on a trouvé que Q' vérifiait cette équation, hein, donc qu'on a reporté ici. Donc Q' de t égale Q de t sur t moins grand T plus un mu sur 4θ grand T moins petit t. Donc, on voit que là encore on peut intégrer en appliquant la variation des constantes, à savoir que Q de t va être un K de t fois grand T moins petit t. On remplace dans la première équation ici, et on trouve K' de t est donné par mu sur 4θ de grand T moins petit t. On intègre, on trouve que K de t est cette fonction affine. On remplace dans la ligne 2 ici, et on retrouve que Q de t est égal à grand T moins petit t, fois un K0, une certaine constante, plus un mu sur 4θt. Alors, on n'oublie pas que t égale 0, on doit avoir bien sûr Q de 0 égale Q0, et donc on trouve que Q0 doit être égal à T grand T K0. Donc maintenant, on remplace dans l'expression pour trouver Q de t égale grand T moins petit t fois Q0 sur grand T plus mu sur 4θ fois T. Et on voit ici, donc on peut redériver pour obtenir la vitesse de trading maximale, la vitesse optimale, pardon, Q' de t, donc il va être ce terme affine, donc un mu t sur 4θ moins Q0 sur T moins mu sur 2θ T. Alors, nous allons distinguer deux cas en fonction du signe de mu et tracer les fonctions Q de t, donc les inventaires optimaux que nous avons trouvés. Alors, tout d'abord, regardons le cas où mu est positif. Hein. Donc, mu positif. Alors, dans ce cas-là,
on voit que si on se souvient de l'expression de la dérivée de Q qu'on avait obtenue, en fait, il y a deux régimes. Donc, soit mu est assez petit, donc spécifiquement, si vous voulez, mu grand T sur kθ plus petit que 0 sur T, en gros, mu positif assez petit. Alors, on a une simple perturbation du cas précédent où on avait une exécution linéaire, donc comme toujours en abscisse ici Q de T, en ordonnée Q de T en abscisse T. Donc par rapport au cas précédent linéaire, on a une perturbation et on voit que, étant donné qu'on a un drift positif, on va profiter, on a une position Q0 positive, donc on va profiter un peu du drift pour maximiser notre profit, et donc liquider plus lentement au départ et plus rapidement vers la fin, ce qui est assez intuitif. En revanche, si, c'est le deuxième graphe ici, si mu devient assez grand, donc mu plus grand que le seuil dont on a parlé, alors, dans ce cas-là, la dérivée de Q qui est ici va d'abord être positive, ensuite négative. Donc ça veut dire que dans la pratique, on a intérêt en fait, pour liquider notre position, à d'abord acheter plus d'actions, puisque leur prix est en train de monter très vite. Donc on va acheter plus d'actions et ensuite liquider la position qu'on a obtenue. Et donc c'est ça le comportement optimal. Donc vous voyez, ceci est assez satisfaisant du point de vue de l'intuition. Nous allons maintenant traiter le cas où mu est strictement négatif. Alors dans ce cas, il y a deux sous-cas, comme précédemment. Donc si mu est suffisamment petit en valeur absolue, donc c'est le premier graphe ici, toujours, je vous rappelle en ordonnée Q de T, notre inventaire, on part de Q0, on veut liquider à 0, en abscisse le temps T. Donc ce qui va se passer, c'est que si le drift sur l'action est négatif, donc le prix, le cours de l'action diminue, et on doit liquider ses positions, donc clairement on va avoir intérêt, par rapport au cas linéaire, le cas sans drift, qui est en ligne pointillée ici, on a intérêt à liquider plus rapidement au début pour essayer de finalement de battre de vitesse finalement le drift négatif, et ensuite liquider avec moins, plus lentement vers la fin. Donc on a cette forme caractéristique. En revanche, donc c'est le deuxième graphe ici, si mu est suffisamment grand en valeur absolue, toujours négatif, mais suffisamment grand en valeur absolue, eh bien, dans ce cas-là, le cours de l'action diminue de manière très très rapide et on va avoir un intérêt à liquider notre position, en fait, avant t égale grand T. Donc, on va avoir cette forme où on va, vous voyez, atteindre 0 finalement avant t égale grand T, puisque toute seconde qu'on perd à détenir finalement une position d'action est une perte assez importante. Donc on voit là encore quelque chose qui rejoint notre intuition. Qu'avons-nous appris dans ce chapitre 4.1 ? Nous sommes intéressés au dernier élément du système de trading, à savoir l'exécution. Nous nous sommes posé la question de savoir comment envoyer des ordres sur le marché de la meilleure manière possible. Et nous avons vu que le cadre du contrôle stochastique optimal était particulièrement bien adapté à cette situation. Donc nous avons examiné en particulier le coût d'exécution, c'est lambda, que nous avons minimisé à l'aide d'une équation d'Hamilton-Jacobi-Bellman. Donc nous nous sommes placés alors dans le cadre simplifié d'un impact de marché uniquement transitoire et linéaire. Et dans ce cadre, nous avons résolu de manière explicite la question de l'exécution dans les cas suivants. Actif sans drift, ce qui correspond à la ligne pointillée ici. Donc nous avons l'inventaire en fonction du temps
qui était simplement une fonction linéaire dans ce cas-là, et actif avec drift constant positif, donc les deux courbes pleines du haut ici, et actif avec drift constant négatif, les deux courbes pleines des deux graphes du bas ici.